Au sommaire de l'actualité de ce 2 janvier, le RECOSA, un nouveau projet de 17 millions d'euros pour changer qualitativement les conditions de vie des personnes vulnérables des régions transfrontalières du Burkina et du Niger durant les 48 prochains mois. Le lancement du dit projet depuis Dori à suivre en début de journal. Également à la une, comment faire face au regain de la maladie à coronavirus au Burkina. À Bobo Dioulasso, le comité de riposte décrit la situation et appelle les leaders religieux à s'impliquer plus pour vaincre la maladie à travers le respect strict des gestes barrières. L'actualité internationale nous conduira au Congrès américain. Les sénateurs approuvent le budget de la défense malgré le veto imposé par le président Donald Trump, y compris des élus républicains, mais malgré donc la pression du bureau ovale. Voilà pour le menu de ces 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. On est bien en 2021, un nouvel an accueilli avec espérance par les personnes déplacées internes de Waïguya. Environ 300 des pays qui se sont installés sur le site de Ira au secteur 10 de la ville. Nous y étions pour le réveillon, un passage du nouvel an sans grande effervescence populaire, mais en communion dans la joie. Le véritable vœu de ces personnes pour 2021 reste la paix au Burkina et le retour définitif au Bercail. Constantin Ouedraogo et Abdul Rasmane Zongo, reportage. Avec de modestes moyens de bord, ces pensionnaires ont enterré à leur manière 2020 et accueilli 2021. Spaghettis, viande, sucreries, thé, balles populaires ou danses poussieuses ont couronné ou rehaussé l'éclat de la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. À 0 heure pile, du champagne, de la sucrerie telle le bidon Coca-Cola et Fanta est joyeusement utilisé pour porter le toast. Marmites et autres ustensiles de cuisine, ici à l'image, se sont vidés en grande partie de leur contenu alimentaire et attendent d'être curés plus tard. Aujourd'hui, c'est le jour de fête du 31. C'est ça qu'on est ici. On a fait la fête, on a mangé, on a boit. Nous sommes contents aujourd'hui. Nous sommes très contents. C'est pour cela que nous voulons fêter et ambiancer en même temps. Que l'année soit une année de succès, de bonheur, de paix. Il y en a aussi qui dansent en aparté pendant que se déroule la séance de thé, en groupe ou en solitaire. Chacun y va de sa manière pour exprimer sa joie, mais la véritable source de bonheur reste le retour définitif chez soi. On souhaite que l'année prochaine, les parents retournent au village avec la paix et la joie. 360 personnes déplacées internes venant de 2 communes sont installées depuis plus d'1 an sur le site de Ira à cause de l'insécurité et n'ont qu'un seul vœu, la paix et le retour à domicile. La situation de ces personnes indigentes a nécessité le lancement d'un nouveau projet, le RECOSA, le projet de renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des populations vulnérables des régions transfrontalières du Burkina Faso et du Niger, un projet de 17 millions d'euros pour améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et faire face aux conflits communautaires durant les 48 prochains mois. Explication de Souleymane Kwanda et Pini Dignanou. RECOSA, renforcement de la résilience et de la cohésion sociale, c'est le tout nouveau projet qui vient de naître dans la région du Sahel. Bundouré, Massila, Seba Solhan et Tankoukounadie dans la province d'Iyaga, Bani, Sampelga dans le Sénon sont les communes bénéficiaires. Il s'agit ici pour les acteurs de présenter les objectifs du projet, le budget, les partenaires et notamment faire le bilan de l'ancien projet RESA qui donne naissance à RECOSA. Et il y a un ciblage qui est fait, il y a un ciblage des bénéficiaires qui est fait et nous cherchons à identifier en fait les couches les plus vulnérables en fait de la population. Et lorsque nous arrivons à identifier les couches les plus vulnérables, alors nous commençons par les plus pauvres, ceux qui ont besoin beaucoup plus de l'aide. C'est cette couche-là qui nous intéresse en fait, afin de les ramener au niveau moyen voulu. Environ 3000 ménages
bénéficieront d'un paquet intégré sur les filets sociaux. Plus de 396 000 personnes bénéficieront des activités communautaires de santé et hygiène, de quoi réjouir le premier responsable de la région. C'est des choses dont nous avons de plus en plus besoin aujourd'hui dans notre région du Sahel. Résilience, intervenir pour aider les populations, les groupes sensibles comme les enfants malnutris. C'est un fléau que nous avons aujourd'hui dans nos régions et je me réjouis qu'il y ait des hommes et des femmes qui se sont levés pour aider les populations à régler ce genre de problème. Le projet RECOSA est à cheval entre le Niger et le Burkina. Il est mis en œuvre par le consortium des ONG, Humanité et Inclusion, Médecins sans frontières, Note entre autres, avec un budget de 17 millions d'euros pour une durée de 48 mois. Nombre des aires protégées sont devenus des lieux de repli des groupes armés. Situation préoccupante pour le département de l'environnement. En guise de solution, il vient de se doter d'un document portant stratégie nationale de surveillance des aires classées, assorti d'un plan d'action. Jean-Hugues Bayala, ici à Kanana. La stratégie nationale de surveillance des aires classées et son plan d'action, objet d'échange à cet atelier. Il s'agit pour ces participants de définir une stratégie claire pour faire face aux difficultés de gestion de ces aires, difficultés qui se résument au braconnage, l'orpaillage, l'occupation illégale de ces zones par des groupes armés. Depuis presque 5 ans, nous ne sommes plus dans nos zones de chasse. Et rien qu'hier, la dernière concession qui était encore vivable vient d'être saccagée, à l'est toujours. Donc c'est l'occasion de profiter de la réunion-là pour que réellement on nous appuie pour que nous puissions rejoindre nos concessions. L'objectif affiché par le ministère en charge de l'environnement est donc clair, doter le Burkina Faso d'un document de surveillance adapté au contexte actuel. Nous avons beaucoup d'experts qui sont avec nous, nous allons parcourir ensemble le document de stratégie et ils vont nous accompagner donc, dans la sélection donc, des activités pertinentes à même de nous amener à circonscrire également les problèmes nouveaux que nous avons dans nos aires classées de terrorisme et les autres actions illégales. Les propositions contenues dans ce rapport en cours de validation par les acteurs en charge de l'environnement seront immédiatement appliquées selon le secrétaire général du ministère. La mise en œuvre de cette stratégie couvre la période 2021-2025. Les grandes orientations du système éducatif burkinabé passées en revue par des statisticiens 2 jours durant ici à Ouagadougou pour des journées dites de statistiques de l'éducation. Il est question de concertation des acteurs chargés d'actualiser les chiffres pour des statistiques plus fiables. Amadou Ilboudou, Sekou Zongo. Ils sont tous des acteurs chargés de la collecte des données statistiques au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Réunis à Ouagadougou à la faveur des journées des statistiques de l'éducation et de l'alphabétisation, ces acteurs devront ainsi présenter les différentes productions afin de les diffuser. Nous avons un annuaire statistique qu'il faut chaque année en tout cas produire et actualiser les différentes informations et données statistiques sont dans cet annuaire-là. Et en tout cas au niveau du ministère, on arrive à relever ce pari-là de produire cet annuaire statistique-là chaque année. Il faut dire aussi qu'en termes d'amélioration des outils, vraiment nous faisons en sorte que la donnée en tout cas vienne depuis la base. Ces journées des statistiques se fixent donc pour objectif de doter le ministère en charge de l'Éducation nationale de données fiables à même d'orienter les décisions. Nous sommes dans un contexte d'abord d'insécurité qui a bouleversé un peu le système éducatif, qui a eu beaucoup d'impact sur le système éducatif. Donc il faut avoir des informations et des données fiables pour voir comment est-ce que nous allons apporter la meilleure des réponses dans cette situation d'urgence-là. Ensuite, nous avons eu la pandémie de la Covid-19 et qui a aussi impacté le système éducatif avec la fermeture des écoles. Et pour apporter aussi une réponse adaptée, une réponse appropriée, il faut avoir des données statistiques fiables. À ce rendez-vous annuel, les statisticiens du ministère de l'Éducation mènent la réflexion autour de la thématique principale, moderniser les systèmes statistiques nationaux pour fournir des données en vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique.
Je le disais en début de journal, il y a un relâchement dans le respect des mesures barrières au Covid-19. Conséquence, une nette augmentation du nombre de cas positifs. Le comité régional de gestion des épidémies et de la riposte contre le Covid-19 dans les Hauts-Bassins en parle aux leaders religieux. Explication à l'appui sur l'évolution de la maladie et la nécessité de se mobiliser davantage pour vaincre cette pandémie. Compte rendu de Drissa Traoré, Siriki Milogo et Ali Traoré. Après une période d'accalmie, de nouveaux cas de Covid-19 sont signalés dans la région des Hauts-Bassins. Une région qui enregistre à la date du 30 décembre 2020 197 cas actifs. C'est l'information principale donnée à cette rencontre entre le comité régional de gestion des épidémies dans la région des Hauts-Bassins et des leaders religieux. Vous savez que les religieux, jusqu'à preuve de contraire, ils sont écoutés. Donc, dans leur sermon, ils peuvent quand même beaucoup évoquer le corona et puis demander aux gens de se protéger et puis protéger les autres. Il y a un relâchement au niveau de toutes les communautés. Et ces temps-ci, ce qui explique une augmentation des cas, tant à Bobo-Dioulasso que dans la région des Hauts-Bassins. Et il est normal que le comité de gestion des épidémies puisse encore imaginer d'autres stratégies pour aller au plus près des communautés, pour porter le message, un message qui va encore remobiliser les populations. Notons que c'est le 12 mars dernier que la région des Hauts-Bassins a enregistré son premier cas de Covid-19 sur la mine d'or de Houndé. Et de mars à fin décembre, ce sont au total 1369 cas enregistrés dans la région. Et sur les 1369, nous enregistrons malheureusement 28 cas de décès. Et le dernier décès en date, c'était hier 30 décembre. Et c'était une patiente malheureusement de 21 ans et qui, bien sûr, vient nous dire que les jeunes peuvent en mourir. Le respect des gestes barrières reste donc le maître mot. Il est donc demandé aux participants de servir de relais auprès de leur base communautaire afin d'éviter la propagation de la maladie. Zéro mutilation génitale féminine. Le pari n'est pas encore gagné, mais le phénomène est en nette régression. Selon le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision qui s'est réuni pour sa session statutaire de 2020, une session bilan qui jette également les bases de l'élaboration des nouveaux référentiels de lutte contre les MGF. Lassina Ouattara et Messoula Indigman. Coronavirus oblige, c'est l'unique session statutaire de l'année 2020 du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. Il s'agit au cours de cette assemblée générale de faire le bilan du plan de travail 2020 et de dégager les perspectives pour l'année 2021. Au plan international, je peux dire que sous le leadership du Burkina Faso, la Commission des droits de l'homme de Suisse a pu faire adopter la résolution 4416 et ce référentiel au plan international sera opérationnalisé au plan national. Également, vous savez, le président du Faso est le champion de l'Union africaine pour la promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines et à ce niveau aussi, il faut dire que le plan d'action a été élaboré au cours de cette année et adopté au cours de cette année. Pour pouvoir capitaliser toutes les actions sur le terrain, nous sommes dans un processus de mise en place d'une fêtière nationale, des organisations, des associations et ONG de lutte contre la pratique de l'excision dans notre pays. Les membres du Conseil sont donc appelés à apprécier les activités de mobilisation menées sur le terrain malgré la crise sanitaire et sécuritaire et à évaluer le plan stratégique national pour la promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines qui prend fin cette année, ce qui va leur permettre d'élaborer un nouveau référentiel 2022-2026. Une caravane de presse pour toucher du doigt les changements opérés après 6 années d'intervention du projet NIR Tamba dans les régions du Nord et du Centre-Nord. Un projet de 56 milliards de francs CFA pour réduire les inégalités entre l'homme et la femme dans ces régions. Paul David Bambara, Maïmouna Traoré. La coopérative Femmes Solidaires de Wayukuya transforme depuis 2013 les produits forestiers non ligneux en produits cosmétiques. En 2019, elle a bénéficié du projet de gestion participative des ressources naturelles et du développement durable NER Tamba, un accompagnement qui lui a permis de renforcer ses activités.
On a bénéficié d'un montant d'1 million avec une contribution de 100 000 francs. Avant, pour avoir la matière première à temps, c'était un problème. Puis c'est pour avoir les prêts, il faut des garanties. Mais avec le soutien de NER Tamba, nous avons eu du matériel dont on voulait. Et puis nous avons eu encore de l'argent qu'on a pu stocker de la matière première. À la fin de chaque mois, chaque femme a quelque chose pour amener à la maison. Grâce au projet Netamba, les membres du groupement Sidlawende de Wayugia, spécialisés dans la fabrication de bouillies infantiles, ceux de la coopérative Simplifier la Fila Bumbu du Centre-Nord, ont également vu leurs conditions de vie s'améliorer. S'ils pouvaient accompagner d'autres femmes, parce que chaque fois les gens viennent vers nous pour demander comment nous on a fait pour avoir ça. Et si on est seul dans la région ou bien dans la province, toi tu gagnes et puis les autres ne gagnent pas, c'est pas bon. Dans les régions du nord, du centre-nord et de l'est, les femmes sont les grandes bénéficiaires du projet Netamba et cela grâce à ces techniques de ciblage. Le ciblage de ces bénéficiaires, de ces personnes vulnérables a été fait de concert avec l'ensemble des acteurs, étant donné que c'est les communautés eux-mêmes qui se connaissent en leur sein et qui développent. Et ce ciblage a été rendu possible aussi au regard du fait que le projet, dès son acte, le début de ses interventions, a fait élaborer un document de stratégie et genre de ciblage qui détermine les critères spécifiques qui permettent aux différents acteurs d'être efficaces sur le terrain. Au niveau des aménagements, les femmes ont souvent plus de 50% de parcelles. Au niveau des financements des micro-projets, elles ont une discrimination positive dans leur contribution qui va de 5 à 10%, alors que pour les adultes, ça va autour de 20%. Après 6 années de mise en œuvre, le projet Netamba a pu aménager des milliers d'hectares de bas-fonds, récupérer des terres dégradées, financer de nombreux micro-projets et former les bénéficiaires à des thématiques liées à l'élevage, à l'agriculture et à l'environnement. De Wayugia à Kaya, les membres du réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion du genre ont pu constater ces réalisations et percevoir les méthodes mises en œuvre pour réduire les inégalités entre l'homme et la femme. Vente de presse réalisée dans le cadre du partenariat qui lie le réseau au projet Netamba. Autre point de l'actualité, la commission ad hoc du Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation a validé fin décembre les outils d'intervention, les critères de sélection et d'évaluation des recettes des tradis praticiens en matière de lutte contre les maladies infectieuses. Précision de Lassina Ouattara et Isia Kanana. Lutte contre la maladie à coronavirus, la pharmacopée traditionnelle pourrait être une alternative au Burkina Faso. C'est du reste la conviction de tous ces acteurs intervenant dans le domaine de la santé. Réunis en comité ad hoc, ces acteurs du système national de santé auront la mission de valider la fiche d'inventaire d'environ une centaine de recettes traditionnelles proposées par les tradis praticiens de santé dans la prise en charge des malades du Covid-19. Avant la Covid, il y avait une maladie comme semblable dont les tradis praticiens soignaient. Alors quand le Covid est venu, on continue à soigner et on a donné des recettes peut-être qui peuvent arranger, qui peuvent soigner peut-être le Covid. Comme l'OMS le recommande, on ne peut utiliser les recettes que sur la base de preuves scientifiques qui apportent l'innocuité et l'efficacité de ces produits-là. Donc, il y a une démarche scientifique qui nous est imposée et c'est cette discussion-là qui a été engagée entre les chercheurs et les tradis praticiens pour qu'on puisse s'accorder vraiment sur un partenariat et un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Cet atelier de validation serait également une occasion pour les acteurs de la recherche de présenter les projets retenus pour bénéficier des financements du Fonds RID, le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement. La commune de Ouagadougou rend hommage aux femmes de la Brigade verte depuis 2 décennies. Elles ont à charge la propriété de la ville, ce qui leur vaut un don de 8 tonnes de vivres, geste de soutien du bourgmestre de la ville, Nangba Kouda, Sanoa Christine Koulibaly.
Pour la propriété de la ville de Ouagadougou, elles sont sur pied dès 4 h du matin. 3000 femmes, 97 équipes qui se relaient 3 fois par semaine pour améliorer le cadre de vie des Ouagavillois. Quoi de plus normal de rendre hommage à cette brigade verte à la base de l'une des renommées de la capitale, Ouagala Belle ou Ouagala Propre. C'est une reconnaissance que nous venons leur faire pour le travail qu'elles font avec si peu de moyens. Occasion de faire le bilan de l'année finissante, surtout de jeter un regard sur la mise en œuvre de certains engagements. Nous avions un grand projet de créer une société d'économie mixte avec des partenaires techniques et financiers et la commune, où toutes ces femmes étaient promises pour être employées. Malheureusement, avec la pandémie de la Covid-19, tous ces projets ont été mis sous veilleux. Nous avons bon espoir que courant l'année 2021, ce projet va voir le jour. En attendant, ces femmes appellent de leur vœu le renouvellement et le renforcement des équipes. Certaines de nos vieilles sont malades ou trop vieilles car certaines totalisent 25 ans dans le balayage. Elles ne peuvent donc plus bien faire le travail comme avant. Nous demandons leur remplacement par un membre de la famille et les ressources resteront dans la famille et le travail sera mieux. C'est vrai qu'il y a des problèmes de salubrité et qui sont posés parce que la ville a grandi, le nombre n'a pas augmenté, elles sont 3000, il y a une capacité financière que nous n'avons pas, mais il faut se dire que la salubrité ne doit pas être seulement l'affaire de ces seules dames. Pour permettre à ces combattantes de la salubrité d'agrémenter leur fête de fin d'année, le maire et son équipe leur remettent 8 tonnes de vivres et une enveloppe financière d'1 million de francs CFA. Cap sur Niamey au Niger, selon les résultats du premier tour de l'élection présidentielle annoncée ce samedi matin par la commission électorale, l'ancien ministre Mohamed Banzoum, candidat du PNDS, obtient 1 879 453 voix face à Ousmane, l'ancien président nigérien, qui obtient donc 811 836 voix. Les résultats étaient attendus hier, vendredi, mais le président de la CENI expliquait un peu plus tôt dans les médias nationaux que le nombre élevé de candidats cette année a entraîné un traitement plus long des résultats et que le contrôle était rigoureux. Le second tour est annoncé pour le 20 février. Toujours à l'international, Donald Trump, très embarrassé des élus de son camp, sont de plus en plus convaincus de sa défaite à la présidentielle. En attendant de voir le démocrate Joe Biden aux commandes à la Maison-Blanche, les républicains n'ont pas cédé à la pression du bureau Oval en approuvant le budget de la défense hier au Sénat. Trump s'y était opposé, le jugeant favorable à la Chine. Suivons. C'est une humiliation pour Donald Trump. Le Congrès américain a approuvé à une large majorité le budget de la défense. Le président y avait posé son veto. Un veto qui avait provoqué la consternation au sein même de son parti. Au Sénat, les républicains ont donc majoritairement soutenu le vote. Leur chef de file n'a pas cédé à la pression du bureau ovale. Cette année, la commission des armées a veillé sur nos troupes et notre nation. Il faut maintenant faire aboutir ce projet de loi. Cette claque intervient alors que les élus de son propre parti sont de plus en plus nombreux à reconnaître sa défaite à la présidentielle. Donald Trump s'est opposé au budget de la défense, le jugeant trop favorable à la Chine. Il lui reproche également de ne pas inclure l'abolition d'une loi, dite article 230, protégeant le statut juridique des réseaux sociaux qu'il accuse d'être biaisé contre lui. Le texte empêche aussi Donald Trump de réduire la présence militaire américaine en Allemagne, en imposant un délai de 120 jours avant une telle mesure. D'ici là, son successeur Joe Biden sera aux commandes de la Maison-Blanche. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.